nous souhaitions insister sur la préparation et comment préparer le secteur ou engager encore plus le secteur face à ces vulnérabilités physiques qu'on a décrit plus en amont. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir avec nous aujourd'hui pour en discuter Diane Mazur, qui est agricultrice dans l'Aube, engagée en agriculture de conservation des sols et présidente de l'APAD, Association pour une agriculture durable. Également Adrien Lefebvre, polyculteur éleveur laitier dans les Ardennes, président de l'APLI, Association des producteurs de lait indépendants, et également administrateur de Fair France. Jean-François Delettre, agriculteur en Seine-et-Marne. C'est pas fait exprès, mais on a une petite surreprésentation du nord-est de la France. Voilà, peut-être sont plus engagés, je ne sais pas. Donc, agriculteur en Seine-et-Marne, Jean-François, en agriculture de conservation des sols et en bio également aujourd'hui, président de l'AMF, l'Association des agriculteurs méthaniseurs de France. Et puis Serge Jacquat, donc qui est ingénieur agronome, agroclimatologue, photographe chasseur d'images et bien connu aujourd'hui dans le monde agricole pour ses alertes et messages climatiques. Bonjour à tous et à toutes. Donc, pour commencer, et merci Sophie d'avoir proposer cette conclusion qui nous permet une transition assez facile. Nous souhaitions proposer un petit éclairage avec des expériences. En fait, on voit que la transition est engagée, mais qu'il y a déjà beaucoup de pratiques d'adaptation, de résilience qui sont mises en œuvre dans les fermes. Et je propose qu'on commence avec Adrien. Peut-être qui peut nous rappeler un petit peu, enfin nous présenter. Alors, je suis désolée, on a beaucoup de sujets, on est tous en train de courir après le temps, mais j'espère qu'on va pouvoir aborder toutes les thématiques. Donc, Adrien, si vous pouvez présenter un petit peu rapidement peut-être la ferme, mais surtout comment vous l'avez engagé dans cette transition agroécologique. Bonjour, bonjour à tous. Moi, je suis éleveur, j'ai 33 ans et c'est vrai que bon, sur la ferme, ben, je travaille depuis maintenant 13 ans avec, voilà, c'est une ferme familiale, hein, assez traditionnelle dans les Ardennes, avec de la polyculture d'un côté et de l'élevage de l'autre. Et c'est vrai que c'est un modèle qui est en transition chez moi aussi depuis mon arrivée, puisque depuis 13 ans, voilà, je suis passé d'un modèle très productiviste avec des vaches laitières à 11 000 litres et même un peu plus au contrôle laitier, race Primolstein très poussée. Et c'est vrai que je me demandais aussi par rapport à l'avenir, par rapport à plein de choses, comment on peut trouver des solutions et comment on peut surtout un petit peu réduire la voilure pour réduire le risque et gagner en longévité au départ. Et puis je me rends compte que finalement tout ça a aussi un fort impact maintenant sur le carbone et sur le climat. Et c'est vrai que j'ai travaillé là-dessus personnellement, donc bien à côté de mes engagements. Et donc ça s'explique par exemple en faisant du croisement. C'est vrai que j'étais pro Holstein et performance. Et puis je me suis mis à croiser mes animaux avec trois races différentes. Donc la Holstein de base avec de la vache normande et avec aussi de la vache rouge suédoise pour amener notamment plus de rusticité, plus de viande. Et aussi parce que je voyais beaucoup de schémas dans mon secteur où les gens arrêtaient le lait d'un côté et les surfaces fourragères et d'herbes étaient au profit d'un élevage allaitant. Et moi, je me dis qu'on peut peut-être aussi, et je pense que c'est un des enjeux de 2050, c'est allier un petit peu les deux. C'est-à-dire qu'on peut, et je pense que le bilan carbone d'une vache est meilleur quand elle produit de la viande et aussi du lait. Et tout ça avec une même vache. Bon, après, il y a d'autres leviers, bien sûr, que je mets en avant et voilà, j'ai fait sur ma ferme, comme qui sont des leviers plus traditionnels quand on fait un bilan carbone, hein, comme le passage au vélage 2 ans, et sur la partie végétale, parce qu'il y a quand même un peu plus de 120 hectares de culture de vente. Eh bien, voilà, passer par exemple ces dernières années à de la fertilisation minérale solide
pour limiter notamment les pertes de volatilité des engrais liquides. Même si on a toujours travaillé comme ça avant, bah, c'est des petites transitions, mais qui, a priori, portent leurs impacts sur le bilan carbone de la ferme et qui sont assez faciles pour certaines et qui sont un peu plus spécifiques et un peu plus compliquées pour d'autres. Donc voilà, je ne vais pas m'étendre davantage, mais globalement, il y a des leviers. Voilà. Merci beaucoup. Oui, en préparant notre rendez-vous, Adrien avait précisé qu'il avait fait son bilan carbone il y a déjà plus de 10 ans. Donc, voilà. Donc, en élevage, il y a des leviers activés, ils sont déjà en cours. En production végétale aussi, peut-être Diane, on se tutoie puisqu'on s'est croisés il y a 30 ans hein, sur les rangs de l'agro. Donc, Diane et moi, on se connaît. Diane, tu peux peut-être nous présenter la conservation des sols et les leviers justement de résilience qui peuvent être activés avec elle. Alors, comme Adrien, j'ai repris la ferme il y a 13 ans, donc j'ai pas le même âge malgré tout. Et j'étais convaincue de mettre en place, alors ça a un grand nom, ça s'appelle l'agriculture de conservation des sols. Et tout à l'heure, il faut pas se stigmatiser dans les noms. L'avantage c'est que ce terme agriculture de conservation des sols a été défini par la FAO, donc ça nous permet de savoir de quoi on parle. Mais en fait, alors je vais vous raconter de quoi on parle parce que pour moi, c'est vraiment assez extraordinaire, hein. Donc, je suis en grande culture, donc je ne connais pas l'élevage, je suis nulle en élevage. Et donc, je vais parler des grandes cultures. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on va utiliser des piliers naturels qui vont nous permettre de nous remettre en question en permanence et d'évoluer. Donc, c'est vraiment cette notion ce que disait tout à l'heure Sophie, hein, au lieu d'être du top au down, on est du bas vers le haut, c'est-à-dire que tous les jours, les agriculteurs voient leur champ, voient les améliorations, et quand ils voient que ça s'améliore, eh ben, ils ont envie de continuer là-dessus. Donc, l'agriculture de conservation des sols, il y a 3 piliers, hein, encore une fois, ça fait des grands mots. Le premier, c'est alors on en a parlé aussi juste avant, hein, utiliser la photosynthèse. La photosynthèse, c'est quand même la base. C'est-à-dire qu'on a quand même un truc génial qui s'appelle une pompe à carbone. On a des plantes, elles pompent le carbone. Elles prennent le carbone de l'air, elles le mettent dans le sol, et puis dans ce qu'on mange ou dans ce qu'on utilise pour la biomasse ou pour d'autres usages. Mais donc, vous vous rendez compte qu'on a un outil extraordinaire et on en parle tout le temps, c'est on pompe le carbone de l'air pour le transformer en matière. Alors moi, ce qui va m'intéresser, hein, il y a sol dans l'agriculture de conservation des sols, c'est la notion de essayer de restituer cette matière au sol, parce que le carbone, c'est la vie, et ça va donner à manger à tout ce qu'il y a dans le sol, hein, toute la vie du sol. Alors je disais, comment est-ce que l'agriculture de conservation des sols va faire pour capter un maximum de carbone? Elle va essayer que son sol soit toujours couvert. Donc la moitié de l'année, il est couvert pour une production, par exemple un blé, et l'autre moitié de l'année, il est couvert avec des intercultures qui vont encore une fois continuer à stocker du carbone. Ces intercultures, elles vont être rendues au sol et si vous venez chez moi, vous verrez en octobre, il y a des petites fleurs partout. D'ailleurs, tout le monde s'arrête sur le bord de la route pour me ramasser des fleurs dans mes champs, mais c'est pas grave, c'est vraiment un objectif de toute l'année, on pompe du carbone, soit pour le rendre au sol, soit pour quand même faire du blé, pour avoir du blé, quoi. Et donc ça, c'est vraiment un des premiers piliers. Et le deuxième, je vous ai dit, donc on a mis du carbone dans les sols. Donc on va favoriser la vie du sol. Et cette vie du sol, si on ne veut pas l'abîmer, hein, si on ne veut pas lui faire un tremblement de terre régulier, on va essayer de minimiser, de annuler le travail du sol. C'est-à-dire que on sème, on ne travaille plus le sol, et ça c'est très difficile comme changement pour les agriculteurs, puisqu'on est issu de labourage et pâturage, non, oui, c'est ça, sont les deux mamelles de la France. On est issu d'une tradition, quelqu'un a parlé tout à l'heure de tradition, où on travaille le sol, et bien là, on ne travaille plus les sols. Et cet objectif, hein, ça va être donc d'avoir un sol vivant, un sol qui ne va pas être perturbé. Pourquoi? Pourquoi d'avoir un sol qui soit vivant? En fait, la biodiversité, alors j'allais dire la biodiversité, c'est la vie, hein. C'est un peu bête hein, comme phrase, mais un sol vivant, il y a plein d'animaux dedans, donc déjà, ils vivent, ces animaux. Donc, dès qu'il y a une pluie qui tombe, hop, eh bien, on a une super infiltration et ça évite l'érosion. On considère qu'on annule totalement l'érosion. Quand on voit les problèmes qu'on a eu cet hiver, c'est quand même assez intéressant. Un sol vivant, ça va permettre également, alors, grâce à la mycorhisation, d'avoir, encore une fois, hein, une bonne structure du sol. Donc, encore une fois, j'ai encore parlé de cet hiver, eh bien, même s'il a beaucoup plu, les agriculteurs peuvent entrer dans leur champ sans faire des ornières, sans tout compacter, etc. Et puis, un sol vivant, eh bien, alors, ça permet également une meilleure rétention de l'eau, ça permet aussi une meilleure épuration de l'eau, donc il y a tout cet aspect eau qui est fondamental.
Et puis un sol vivant, hein, encore une fois, ça favorise cette biodiversité, ça permet d'utiliser. Alors on sait que dès qu'on a fait du blé, on a favorisé les pathogènes. Et bien si on fait un sol vivant, on va favoriser les auxiliaires, donc des animaux qui vont nous aider dans nos plantes. Et puis, le troisième, c'est justement le troisième pilier de l'agriculture de conservation des sols, ça va être favoriser cette biodiversité en ayant des cultures qui vont être différentes. Alors ça, c'est de la bonne agronomie, hein, il faut avoir un maximum de cultures pour avoir un maximum d'atouts qui vont nous aider. Donc, tout ça pour dire que, et puis en plus, hein, augmenter la matière organique des sols, c'est mettre du carbone dans les sols, donc par rapport au climat. Donc, tout ça pour dire qu'il n'y a que des atouts à cette agriculture et, euh, et que c'est bien une agriculture qui évolue chacun sur son champ en observant ce qu'on voit dans les champs. Et c'est très important de faire confiance aux agriculteurs là-dessus. Merci Diane. Effectivement, une attention au sol et une facilité de travail du sol qui a dû effectivement être marquante cette année où on sort quand même d'un automne sans fin. Là, c'est pas le monde sans fin. Là, cette année, c'était l'automne sans fin de pluie. Jean-François aussi engagé en conservation des sols depuis pas mal d'années, mais aussi développeur d'un outil de valorisation de la biomasse qu'on voit se développer sur les territoires avec la méthanisation. Un petit témoignage en plus avec cette possibilité de passer au bio qui vous a été offerte par la disponibilité en fertilisants organiques. Oui, merci. Donc, Jean-François Delette, agriculteur depuis 25 ans dans Seine-et-Marne, en Vallée de la Marne, entre Paris et Reims. Des fermes qui étaient historiquement en polyculture élevage, des fermes travaillées depuis très très longtemps, enfin 1200, 1500 ans dans ces vallées-là. J'ai beaucoup aimé le mot résilience qui porte votre journée aujourd'hui et vos thématiques. L'objectif que j'avais en m'installant, c'était d'abord de gagner en résilience sur mes sols agricoles. On n'entendait encore pas trop parler d'agriculture de conservation, mais j'avais repéré des problèmes d'érosion des sols, des problèmes de vie de mes sols au départ, en réapprenant à observer, à diagnostiquer les choses qui se passaient sur mes terres agricoles. Donc, je m'étais éloigné du labour, je m'étais passé dans l'agriculture de conservation, développer des couverts, tout ce qui a été expliqué auparavant. Il me manquait il manquait l'élevage en fait à mon système. Et une fois qu'on a dit ça, on cherche en fait des engrais organiques, on cherche une fertilisation, on cherche ce qu'on appelait nous des volants d'autofertilité, c'est-à-dire la manière de créer des économies circulaires autour de nos sols. Et ça passait à l'époque par des composts, par d'autres schémas. Et j'ai découvert la méthanisation de cette matière-là par l'entrée, par le digestat. C'est-à-dire que c'est la sortie de la méthanisation qui m'intéressait, c'est-à-dire avoir de la fertilisation organique en quantité pour les 235 hectares de l'exploitation. J'avais étudié les systèmes d'élevage, etc. Mais je me suis penché à la fin sur la méthanisation, en injection dans mon cas. À un moment donné où la ferme tournait plutôt bien économiquement, je n'avais pas de problème vraiment économique, j'avais un problème à aller jusqu'au bout de ma démarche qui était de trouver ce fertilisant organique. Donc la méthanisation est installée depuis 10 années sur le territoire. Elle s'est développée aujourd'hui avec un lien au territoire, un lien aux biodéchets, un lien à tout un tas de sujets socio-économico, territoriaux, climatiques, énergétiques qui se sont rattachés. Et dans ce sens-là, l'atout de l'entrée au départ, qui était ce digestat, a permis de gagner, d'avoir davantage de personnes qui m'aident aujourd'hui sur l'exploitation et davantage de compétences, des gens mieux formés, des gens plus curieux des sujets que je portais à l'époque. La boucle aujourd'hui qui est compliquée, c'est de porter cette agriculture de conservation avec une transition qui paraît très anachronique vers l'agriculture biologique depuis 4-5 ans. Et les difficultés à lier les deux. En fait, j'étais résilient, sauf sur un sujet qui était le glyphosate, où j'étais devenu très dépendant du glyphosate. J'étais très heureux de mon schéma, mais j'étais dépendant du glyphosate et il y avait des effets d'annonce politique, comme souvent, qui mettaient en danger le glyphosate sur mon exploitation. Et la dépendance, de toute façon, ne me plaisait pas trop. Donc, je teste sur 80% aujourd'hui. Il reste 20% à basculer en agriculture biologique et j'espère le faire dans 2-3 ans si l'agriculture biologique est un peu plus rémunératrice que ce qu'elle est aujourd'hui. Mais le vrai défi reste, je me suis remis pour être tout à fait honnête à labourer pour des questions de mise à niveau technique et de comprendre et d'arriver à produire en agriculture biologique dans un schéma qu'est le mien avec de la fertilisation organique et j'estime avoir gagné énormément de résilience depuis une vingtaine d'années en autonomie, que les schémas que j'ai portés rendent plus intelligents à la fois moi en tant que porteur de projet
et les gens qui travaillent avec moi autour. Mais le vrai défi, c'est aussi de faire tâche d'huile, ce que j'avais pas réussi à faire en agriculture de conservation. C'est-à-dire qu'il y avait peu de voisins qui s'étaient engagés là-dedans. L'agriculture de conservation, c'est toujours oui, chez toi ça marche, mais chez les autres, moi, ça sera compliqué. C'est encore ça aujourd'hui, l'agriculture de conservation. Alors que pour le coup, la méthanisation, avec le revenu énergétique, le revenu biologique, vous l'avez tous vu, et les débats sur la méthanisation, ils sont énormes, fait que on a fait tâche d'huile et on a une échelle aujourd'hui où je peux porter des sujets de façon plus collective. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que la résilience ou les sujets qui m'intéressent, je puisse aussi échanger, et en avoir un vrai sujet collectif porté nationalement, Europe, etc. aujourd'hui. Donc, qui rejoint vos problématiques au Shift. Voilà. Merci beaucoup, Jean-François. Effectivement, résilience, compromis. Moi, je dis souvent qu'une technique agricole, c'est toujours un compromis entre les contraintes de milieu et les cultures qu'on veut voir arriver au bout et pouvoir les vendre avec un prix de marché satisfaisant, etc. Donc, merci pour ce témoignage. Et pour tous les trois d'ailleurs, pour ces trois témoignages de pratiques engagées qui vous protègent peut-être un petit peu plus que d'autres face aux aléas qui arrivent. Mais je dis mais pour prendre un petit peu de hauteur, je vais demander à Serge de nous donner peut-être sa vision des effets du changement climatique sur le système agricole français. Alors, les effets actuels, on les connaît un petit peu, mais peut-être les brosser rapidement et puis surtout de présenter les perspectives climatiques pour 2050 en France. Merci. Merci pour l'invitation et merci de me permettre d'avoir la parole sur ce sujet qui est mon sujet principal, hein, les effets du changement climatique sur l'agriculture. Alors, je vais être assez concis et très illustré. Ça va être 5 thématiques. Il faut savoir, avant de commencer dans ces 5 thématiques, que l'agriculture dans un climat stable, a été très adapté région par région. On en a parlé tout à l'heure, les dates de semis, les dates de floraison pour éviter les risques de gel ou les risques de canicule, les périodes de vendange pour éviter les périodes de sécheresse avant les périodes de vendange. Tout est bien calé parfaitement sur un climat qui est stable. Donc forcément, si le climat évolue, on se retrouve avec des risques climatiques qui se superposent à des risques de sensibilité, la floraison, le gel, la floraison, les fortes chaleurs. Donc voilà. Donc je reviens sur ces 5 indicateurs. Premier point, les fortes chaleurs, donc température supérieure à 35 degrés. On appelle ça les stress thermiques. Les stress thermiques, ils peuvent influer sur les prix et tout le monde l'a connu. Par exemple, on a eu un stress à 40 à 50 degrés au Canada sur de la moutarde, production de moutarde à zéro, et donc on a eu des problématiques de moutarde. On a eu 38,8 degrés à Cordoue l'an dernier pendant la floraison des oliviers, et donc moins 50% de production, multiplication par 5 des prix des olives. Ces fortes chaleurs d'ici 2050 vont être multipliées par 20, par 20 en France, dans certaines régions de France, pendant la production, par exemple, du maïs ou par exemple de l'olive. On aura jusqu'à 40 à 50 jours au-dessus des 35 degrés après 2050, ce qui est très conséquent, notamment si ça tombe pendant les floraisons ou la floraison du maïs, par exemple, 35 degrés avortement, pas de grains. Les tomates, les courgettes, par exemple, perte des fleurs, donc perte de rendement, ou par exemple le blé dont le rendement s'est stabilisé en France essentiellement à cause de forts jours de chaleur pendant le remplissage du grain, d'après Arvalis et l'INRAE. Et donc le premier point, c'était forte chaleur au-dessus de 35 degrés. Le deuxième point, c'est le gel. Alors vous allez me dire, il fait chaud, il y a moins de gel. Mais en fait, c'est pas si simple que ça, puisque nos végétaux, par exemple, la phénologie, la floraison a été avancée de 15 jours à 20 jours suivant le pommier, suivant la vigne, suivant le poirier. Et donc, au lieu d'avoir une floraison en avril, maintenant, on l'a parfois en mars. Et il y a toujours des risques de gel en mars. Donc, le risque de gel en France augmente jusqu'à plus 60% dans le nord-est de la France, qui est extrêmement conséquent pour l'arboriculture et la viticulture. Troisième point, l'eau. Alors, l'eau, là, on part dans les deux sens. On a à la fois des sécheresses qui vont être plus importantes en été, moins d'eau, plus d'évapotranspiration avec la chaleur, mais également des orages plus violents, donc plus de ruissellement de l'eau qui ne rentre pas dans le sol. Ça, c'est l'exemple, par exemple, de 2022, où on a eu des pertes jusqu'à moins 54% pour le maïs dans le sud-ouest de la France. Et ce type d'année va devenir classique en 2050. Alors, j'ai parlé de l'eau en déficit. Maintenant, on va parler de l'eau en excès, puisque le changement climatique apporte plus de précipitations, par exemple, dans le nord de la France en hiver, avec une incertitude cependant dans le sud. Excès d'eau, ce sont pertes de rendement dues à l'excès d'eau, décalage des périodes de semis, mais également des problématiques sur l'accès aux champs, sur l'accès aux pâtures et sur le sol. Quatrième point, la grêle.
La grêle, on a eu une année très problématique, notamment en 2022. Cependant, bonne nouvelle, pour l'instant, dans les simulations climatiques, on n'a pas forcément d'évolution du risque de grêle en France. Soit c'est parce qu'il n'y a pas d'évolution, ou soit c'est parce que les modèles ne permettent pas encore de simuler ces évolutions. Et le dernier point, c'est multiparamètres. Multiparamètres parce qu'en fait, avant, on avait par exemple une sécheresse tous les 10 ans, une canicule tous les 4 ans. Maintenant, on a 1,17 canicules par an en France, donc plus d'une à l'année, et on a des sécheresses régulières, en tout cas beaucoup plus qu'une fois tous les 10 ans. C'est-à-dire qu'en une année, on peut avoir à la fois un gel tardif, qui peut être suivi d'un excès d'eau, puis très rapidement arriver sur une sécheresse et une canicule pour reprendre ensuite un excès d'eau etc., etc. Donc l'agriculture n'est plus soumise à un aléa de temps en temps. Maintenant, elle est soumise à plusieurs aléas, parfois par année, ce qui rend la production agricole très compliquée. Je rappelle, pour terminer, que le mauvais temps en agriculture est celui qui dure. Or, le changement climatique a tendance à faire durer le soleil, sécheresse, mais aussi à faire durer les périodes pluvieuses, excès d'eau. En fait, le changement climatique apporte généralement que du mauvais temps. On me dit souvent les agriculteurs se plaignent du temps, bah, ils vont encore plus s'en plaindre avec le changement climatique. Merci beaucoup, Serge. Ben oui, on se plaint du temps, mais quiconque fait ne serait-ce qu'un petit potager se rend compte à quel point la météo peut être perturbante. Merci pour tous ces éclairages. C'est vrai que les agriculteurs vont peut-être se plaindre encore plus s'ils n'arrivent pas à gagner leur vie face à tous ces aléas. Et il nous a semblé intéressant aussi de parler, d'évoquer un petit peu les questions de résilience économique. Donc, on pourrait parler résilience sociale peut-être avec des initiatives qui commencent à être développées. Adrien, par exemple, peut-être peut nous présenter la démarche dans laquelle vous êtes investi, Faire France. Oui, pas de problème. Enfin, pour réagir à ce que vient de dire Serge sur le côté le mauvais temps, voilà, c'est celui qui ne change pas. Et c'est vrai qu'un des leviers sur la ferme, avant de parler de ça, c'est ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est aussi l'autonomie, et notamment dans le cas de l'élevage, l'autonomie alimentaire. Demain, peut-être aussi l'autonomie énergétique. Mais c'est vrai que euh, être autonome et prévoir un petit peu l'avenir sur son entreprise et sur son exploitation, je pense que c'est un levier vachement important pour justement pallier le problème climatique parce que on n'y échappera pas finalement, même si on peut le limiter. Et après, c'est pour répondre un petit peu aussi, donc là sur la partie économique et la résilience économique, on, on a observé, et d'ailleurs ça a été très bien dit tout à l'heure dans les documents de Madame De Vienne, qui montrent les problématiques de revenus, et les problématiques de revenus sont assez voilà, monnaie courante depuis une quinzaine d'années. Moi, c'est vrai que je suis arrivé sur la ferme, c'était juste après la crise agricole de 2009. Sur mon entreprise, on venait de vivre la grève du lait à ce moment-là. Mais on le voit et on le revoit tout à l'heure très très bien dans son graphique qui a des hausses et surtout des baisses de revenus qui peuvent être très fortes d'une année sur l'autre. Et le problème aussi de l'avenir dans l'agriculture, c'est de donner une vision un peu plus à long terme. Et pour ce faire, nous, on a travaillé au début de façon assez idéologique à la création de concepts économiques. Et vous voyez derrière moi une petite vache tricolore. Mais cette vache-là, voilà, son petit nom, c'est Justine, parce qu'elle veut justement un lait plus juste pour les producteurs. Et ce qu'on a voulu au départ, c'était de montrer que c'était possible, pour que d'autres initiatives viennent derrière nous, montrer que finalement, quand on rééquilibre un petit peu les marges des intervenants dans la filière, c'est-à-dire les agriculteurs avec un peu plus de marge, mais surtout les industriels et les distributeurs avec des marges un peu plus régulées, eh bien, on se retrouve avec une capacité de rémunérer mieux les producteurs sans pour autant augmenter le prix de façon exorbitante aux consommateurs. Donc ça, c'était la première chose qu'on voulait démontrer avec notre marque, avec notre concept qui s'appelle Faire France, et que c'est voilà, c'est un concept français en France, mais c'est aussi un concept européen avec déjà 7 équivalents européens. Et c'est pour ça que derrière moi, vous voyez aussi une vache européenne et puis des vaches avec d'autres couleurs.
Mais c'est vrai que ben ça, c'est la première victoire en un peu plus de 10 ans, c'est de montrer que ça soit chez nous ou que ça soit ailleurs, on peut mieux répartir la valeur. Mais au-delà de ça, je trouve que ce truc-là était pour nous ben, vraiment bien parce que c'était l'objectif de garder un maximum de revenus pour les agriculteurs, donc pour maintenir finalement des outils aussi en place, maintenir des fermes. Mais enfin, ça nous a offert aussi l'esprit en tant qu'agriculteurs. On était aussi cantonné à juste produire, sans trop se soucier finalement de ce que pouvait penser le consommateur à l'autre bout de la chaîne. Et entrer dans une démarche de commercialisation comme Faire France, ça nous a permis d'évoluer énormément parce qu'on va voir le consommateur, on va voir aussi tous les autres acteurs de la filière, que ce soit les transformateurs, les distributeurs, et on travaille avec eux. Parce qu'on a tendance, et ça c'est assez malheureux je trouve, et c'est un peu typique aussi en France, d'opposer tous les acteurs les uns contre les autres, les acteurs de la filière contre l'amont ou contre l'aval. À un moment donné, moi, aujourd'hui, je fais aussi le constat que le prix de mon matériel, il a évolué. C'est pas pour autant que je vais plus en acheter. Je vais pas être contre eux. Je veux dire, il faut réguler les abus, mais en même temps, bah, si je pouvais être payé pour ce que je fais, bah, je pourrais m'acheter du matériel performant, etc. Il faut tirer le truc dans le bon sens, et je pense que c'est un petit peu ce qu'on a réussi à faire avec notre marque. Et après, pour voilà, juste parler en quelques chiffres, donc moi, je suis sur une ferme familiale, comme j'ai dit tout à l'heure, on est quatre équivalents temps plein sur la ferme et bah, de s'ouvrir à une démarche de commercialisation comme ça, c'est pas produire plus. Moi, la ferme, depuis 15 ans, elle n'a pas évolué en termes de surface et en termes de production, si ce n'est que voilà, il y a quelques évolutions, mais on va dire on produit toujours autant de lait qu'il y a 15 ans. On produit peut-être un peu plus de viande. Mais on va produire un petit peu moins de céréales. Donc l'un dans l'autre, je pense que c'est assez équivalent. Mais par contre, en termes de revenus, sur la même tranche de temps, il y a 15 ans, bah, on n'était pas du tout rentré dans une démarche de commercialisation. Aujourd'hui, en étant dans une démarche de commercialisation, mais c'est 40 000 euros qui reviennent sur la ferme. Et ça change tout parce que derrière, bah, c'est la possibilité de mieux payer l'ensemble des équivalents temps plein de l'entreprise. Et ça permet bah, de voir l'avenir beaucoup plus différemment parce que bah, quand vous faites un peu le calcul, bah, ça fait quasiment enfin, ça fait un peu plus même que 10 000 euros par personne. 10 000 euros par personne, c'est presque 1 000 euros par mois en plus pour chacun. Donc, c'est important aussi si on veut être performant dans l'avenir. Merci Voilà. beaucoup. Effectivement, un bon exemple de meilleure rentabilité économique, donc meilleure résilience, durabilité de la ferme. Jean-François, vous l'avez évoqué tout à l'heure aussi, la méthanisation a été aussi euh, enfin, contribue aussi à la bonne santé économique de la ferme, d'autant plus, ce qui est, je trouve intéressant dans votre exemple, c'est l'insertion dans un écosystème territorial avec des flux de biomasse justement qui sont déployés à l'échelle de la région. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, oui, enfin, le préambule, ou en tout cas la condition pour arriver à déployer ces projets-là, c'est d'abord aussi quand même d'avoir un peu de temps et de n'être pas complètement dans le rouge. Donc on accompagne, mais il y a des filières agricoles des fois qui voient la méthanisation comme une forme de salut, alors, et qui peut être un complément à leur activité, apporter des solutions, mais je mets toujours en garde sur le fait que c'est un nouveau métier qui consomme du temps pour, un, comprendre le métier de la méthanisation, et deux, avoir le temps disponible pour monter un projet comme ça qui tourne 7 jours sur 7 du fait de l'activité, bactéries, etc., qui est proche de celle d'un éleveur. Donc, les éleveurs connaissent bien ces sujets-là, mais tous ceux qui s'engagent là-dedans doivent se mettre au niveau, sous condition de ce temps disponible et ce goût à se former et à comprendre les sujets, qu'on soit agriculteur méthaniseur comme je le suis, ou qu'on soit un agriculteur qui participe à des projets de méthanisation, effectivement, c'est source de résilience parce qu'en fait, on se met à comprendre l'enjeu énergétique et les possibilités que permet la valeur énergétique posée sur nos exploitations agricoles. Alors, c'est encore plus criant aujourd'hui avec d'autres typologies d'énergie renouvelable sur le territoire. Mais en méthanisation, c'est une réalité. Ça se fait à l'échelle de votre exploitation, c'est-à-dire que l'échange digesta-effluent, l'échange digesta-cive, l'échange, la production de biomasse, la réflexion sur vos rotations, la place que vous donnerez à tout ça vous permet aussi d'éviter certains aléas climatiques. Vous apprenez aussi, des fois vous les prenez en pleine tête encore plus parce que vous avez implanté au moment où la sécheresse s'implante, etc. Donc vous avez nécessairement besoin de vous questionner davantage et en fait de vous mettre à niveau sur ces sujets-là, d'avoir l'humilité nécessaire, mais aussi de tenir compte dans vos conditions pédoclimatiques de vos capacités réelles
Et ces sujets-là font que l'ensemble des agriculteurs, éleveurs, mais aussi ceux en grande culture, notamment ceux dans ce qu'on appelle les zones intermédiaires, qui est un gros sujet pour le ministère de l'Agriculture, par exemple, depuis des années, toutes les zones intermédiaires peuvent avoir des sources de valorisation nouvelles dans des zones un peu loin des débouchés, etc., grâce à la méthanisation, et cherchent dans la méthanisation des solutions qui leur permettent de gagner en résilience, en valeur, de réattirer des jeunes et des installations sur leurs exploitations agricoles. Et puis enfin, ça revient aussi pour les zones céréalières qui étaient devenues un peu trop, à nos yeux, en tout cas de la lecture qu'on a aujourd'hui à l'association et dans mon cas, un peu trop spécialisées, ou en tout cas très spécialisées, donc très fragiles aussi sur certains événements, y compris économiques, pas que climatiques. On apprend à se déspécialiser, on apprend à devenir un peu éleveur qui a une sorte de bon sens, à pouvoir gagner en autonomie sur son élevage, à profiter d'autonomie fourragère, etc. On a ce même raisonnement en méthanisation quand on se met à travailler les sujets. Et puis pour ceux qui veulent aller plus loin, c'est-à-dire sortir de la simple autonomie à l'échelle de l'exploitation, qui est déjà à mon avis très vertueuse, ben on peut reconnecter. Alors c'est mon cas parce que moi je suis en région parisienne avec une pression foncière et des personnes qui viennent dans nos villages et nos campagnes qui sont à la fois très interrogatifs ou qui ont plein de bonnes idées à me suggérer, mais aussi des pressions monstrueuses derrière. On retisse un lien en fait en travaillant des sujets que peut être le biodéchet, en travaillant le sujet de remplacement de la fertilisation minérale par la fertilisation digesta. Pourquoi le digesta a une odeur alors que l'azote minéral que je mettais avant n'en avait pas? Tous ces sujets-là, la formation des écoles et des gens dans le primaire, du milieu urbain et rural, etc., fait que la méthanisation nous permet de se dire que nos projets ont un atout, une capacité d'échange et de regagner euh, à notre niveau, hein, à l'échelle de nos petits territoires et de nos petites collectivités, retrouver la place, redéfinir la place de nos fermes dans ces schémas-là. Ça secoue, c'est-à-dire que la méthanisation vous secoue intellectuellement, vous secoue dans vos systèmes de production agricole, il ne faut pas le nier. Par contre, ça vous permet justement de trouver des solutions, de réaliser les problématiques et d'être un peu plus à la fois humble à long terme et vertueux si vous arrivez à identifier, diagnostiquer, trouver des solutions sur les différents cliquets. Voilà. Merci beaucoup. Je voulais redonner la parole à Diane à propos du temps de travail, puisqu'on avait évoqué cette question-là. Et puis, vu que le temps passe, je vais tout de suite passer, enfin, te poser aussi la question qui vient après sur vraiment les besoins du secteur. Comment faire en sorte que tout ce que vous mettez en pratique aujourd'hui puisse se généraliser, puisse se développer. Voilà, quels seraient les besoins, peut-être en formation, par exemple, des producteurs, des agriculteurs aujourd'hui. Mais d'abord sur les temps de travail, Non, mais alors, en fait, je vais d'abord la rebondir sur résilience sociale, on va dire peut-être, du secteur. Je vais d'abord réagir sur quelques remarques qui ont été faites sur les questions-réponses où il y en a qui disent agriculture de conservation des sols égale glyphosate, pourquoi ne pas être allé en bio, etc. Donc, et puis ça me permet de rebondir aussi avec Adrien et Jean-François, puisque justement, on a tous fait des choix différents et l'objectif, c'est bien d'entraîner, moi je vais dire, nos amis, nos voisins agriculteurs vers quelque chose peut-être de plus résilient et de plus adapté au changement climatique. Et je pense qu'on est tous les trois exactement sur les mêmes idées derrière. Et donc, moi aussi, j'ai eu un quart de mon exploitation en bio que j'ai arrêté il y a 1 an et demi. Et j'ai arrêté parce que justement, par rapport à... C'est là où on a nos choix. Par rapport... ce qui était important pour moi, c'était de voir l'évolution de mes sols, qui sont des sols assez fragiles, hein, c'est de l'argilo-calcaire superficielle, et ils avaient besoin de matière organique. Et le bio ne m'a pas permis d'avoir la matière organique. J'ai eu un problème de ressources en matière organique. Hein, tout à Dans ta l'heure, région. Céline le disait très très bien, c'est que eh ben, il y a une association avec l'élevage. Alors, je disais que j'aime pas l'élevage, mais en plus, je suis dans une région où il n'y a pas d'eau et on n'a même pas d'adduction d'eau à la ferme, donc je ne peux pas faire d'élevage sur ma ferme. Et c'est bien ça qui est important. On est bien dans des zones territoriales avec des débouchés différents. Alors, et c'est bien ça qui est intéressant, c'est de voir eh ben, que chaque cas est particulier et qu'il ne faut pas juger les agricultures les unes par rapport aux autres. Alors j'ai arrêté le bio, pour cette notion de matière organique, et deux, pour la notion de possibilité de commercialiser en direct, puisque aujourd'hui, les filières ne nous soutiennent pas tellement sur le bio. Je pense qu'on est tous d'accord. Et donc, c'était cette notion de bio. Alors, en revanche, l'agriculture de conservation des sols, donc la voie que j'ai choisie, qui dépend encore de produits phytosanitaires et qui dépendra des produits phytosanitaires, puisque ce que je disais tout à l'heure, hein, on est bien sur une notion de continuer à produire, voire produire le plus possible pour capter un maximum de carbone pour pouvoir le rendre dans les sols.
Et puis, cette notion de résilience, hein, plus on a de matière organique dans les sols, plus on a. Alors, on va voir on a une production, je regarde par rapport à mon voisin, peut-être une production qui à peu près égale à mon voisin, mais avec une meilleure résistance aux à-coups climatiques, hein, les stress climatiques dont parlait Serge tout à l'heure. Et puis également, comme on travaille beaucoup moins les sols, donc on utilise moins de gazole, on utilise moins de produits phyto, donc on a également, tout à l'heure, ce que disait Sophie, hein, la notion de marge brute, c'est-à-dire qu'on a une rentabilité. Et c'est pour ça que cette l'agriculture des sols me paraît aussi une autre des solutions importantes, c'est que dès le moment où on a compris qu'il y avait un changement complet de manière de voir l'agriculture, mais qui permettait d'avoir une rentabilité équivalente avec des solutions, une remise en cause de l'agriculteur, mais des solutions techniques, on permet d'aller dans un nouveau système agricole. Alors, Céline voulait que je parle du temps. Vu qu'on ne travaille plus les sols, en fait, on travaille beaucoup moins. Alors, je rebondis encore sur ce qu'a dit Sophie, hein. C'est quand même assez extraordinaire, hein. Finalement, en productivité physique, on doit être super bon parce que moi, je travaille pas souvent. Ça me permet de passer, mais beaucoup, hein. Quand je travaille beaucoup, mais ça me permet de passer du temps en bénévolat, puisque je m'occupe donc d'une association d'agriculteurs qui promeut l'agriculture de conservation des sols. Et donc, c'est une association où tous les agriculteurs sont bénévoles. Et l'objectif, c'est vraiment d'essayer de faire avancer. Alors, faire avancer c'est faire cette tâche d'huile dont tu trouvais que c'était difficile, Jean-François, je suis d'accord. La tâche d'huile, elle se fait d'échanges de pair à pair avec les agriculteurs. Euh, alors, n'hésitez pas, hein, si vous voulez nous soutenir, agriculteurs, d'adhérer à la PAD. Et puis, tout ce que disait Sophie tout à l'heure, c'est-à-dire un besoin de capitalisation sur un système qui est nouveau, un besoin de recherche et d'adapter la recherche, un besoin de comprendre comment est-ce qu'on peut faire accepter le risque de changement aux agriculteurs. Donc, la PAD est partie dans une démarche de vente de crédit carbone. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? L'objectif, c'est de valoriser, justement, de parler du fait que l'agriculture est une solution par le stockage du carbone dans les sols, et puis de faire bouger les politiques publiques. Donc, en effet, et je pense qu'il est important que ce soit des agriculteurs qui parlent de leurs problèmes, et non pas que ça soit toujours repris par d'autres structures qui peuvent avoir une optique de business derrière, et ce qui n'est pas l'objectif surtout de bénévoles, c'est sûr que c'est pas notre objectif. Merci beaucoup, Diane. Tu parlais de taches d'huile, ça me fait penser aux oliviers dont Serge parlait tout à l'heure et je voulais lui redonner la parole pour, si on prend un petit peu de hauteur dans l'organisation générale du système agricole français, comment se projeter en 2050, comment anticiper cette évolution climatique. Donc, j'aimerais t'entendre sur l'évolution des aires de répartition des cultures et du coup, peut-être les nouvelles filières qui seraient en France, sur notre territoire dans 20 ans. C'est vrai parce que on a beaucoup parlé de l'adaptation de l'agriculture telle qu'elle est présente en France, donc les cultures, Ouais. le maïs, le colza, le lait, etc. Il faut savoir que le changement climatique, c'est beaucoup plus profond que ça et ça demande des investissements beaucoup plus massifs que seulement travailler sur la structure des sols, sur la structure des parcelles, les haies, par exemple, ou sur les génétiques qu'on a déjà présentes sur le blé, le maïs, etc. Puisque lorsque le climat change, l'ère de répartition des climats change. Par exemple, le climat méditerranéen est accompagné dans les paysages de la garrigue, des cigales, de l'olive, de la vigne, de l'abricot, du maraîchage, de la ratatouille, etc., etc. C'est le sud de la France, c'est là où j'habite. Eh bien, les paysages sont accompagnés d'un type d'agriculture. Mais ces paysages-là vont être amenés à évoluer. Le climat méditerranéen, ou du moins certaines caractéristiques, vont être amenés à remonter du côté de Lyon et à progresser du côté de Bordeaux. C'est-à-dire que la répartition des cultures françaises va évoluer avec le changement climatique. Alors en France, par exemple, on pourra avoir de la nèfle qui arrive par le sud, de l'olive qui remonte jusqu'à Angoulême, ou avoir de la vigne qui pourrait pousser en Bretagne, en Angleterre, en Belgique également. On aura le maïs qui progressivement va devenir de moins en moins rentable d'ici 2050 dans le sud-ouest de la France, mais se décalera vers le nord-est et puis l'Allemagne. Donc il y a des investissements à faire sur les filières déjà existantes, les décaler vers le nord ou l'arrivée de nouvelles cultures par le sud, encore la pistache, la cacahuète, la patate douce. En plus, ce sont des cultures qui sont plus adaptées aux fortes chaleurs et qui consomment parfois moins d'eau. Donc c'est aussi une étape pour adapter au climat futur et aux ressources qu'on a. Alors, en France, ok,
Par contre, qu'est-ce qui se passe en dehors de la France? On a par exemple le blé qui pourrait être favorisé dans le nord-est de l'Europe, notamment en Biélorussie, en Ukraine, en Pologne, en Russie, qui est devenu le premier exportateur mondial depuis 4 ou 5 ans, alors que c'était un importateur il y a 20 ans. Le changement climatique est favorable pour les cultures dans le nord-est de l'Europe. Et donc là, de l'agroclimatologie, on arrive à une répartition complète, une nouvelle répartition des cartes de géopolitique mondiale. Et il va falloir qu'on apprenne aussi, dans le cadre du changement climatique, à enfin anticiper aussi ces évolutions de géopolitique pour garder la France dans une place intéressante au niveau agricole telle qu'elle l'est et telle qu'elle a été surtout dans le passé, puisque je tiens à préciser que certes, il y a la dissuasion nucléaire au niveau de la géopolitique, mais l'alimentation après l'armement arrive très rapidement, c'est-à-dire si on maîtrise le prix du blé ou si on maîtrise la production de maïs ou du soja dans le monde, on peut maîtriser, en fait, on a des cartes des géopolitiques supplémentaires, on peut maîtriser l'instabilité de certains pays qui sont dépendants notamment du blé, comme l'Égypte, comme le Maroc, comme tous les pays de l'Afrique du Nord, comme de très nombreux pays d'Afrique. Et je rappelle que la plupart des révolutions et la plupart des guerres, comme les printemps arabes, comme celle de 1789, l'élément déclencheur, ok, il y a eu des problèmes politiques avant, mais l'étincelle, c'est quoi? C'est le prix du pain. Et donc, en fait, le prix du pain, c'est presque la stabilité, on va dire, politique d'un pays. C'est pour ça qu'il fallait absolument que je mentionne que le changement climatique, il faut prendre en compte l'ère de répartition des cultures et investir des milliards d'euros dans ces futures filières et ces coopérations internationales entre les pays. Merci beaucoup. J'interroge les grands organisateurs pour savoir si je m'autorise encore 5 ou 10 minutes. Non. Bon, on me dit non, je suis vraiment désolée. Merci beaucoup. J'aurais aimé faire un dernier petit tour de table pour donner à chacun la parole. Mais je pense que vos témoignages ont été, d'après tous les commentaires, très appréciés. Donc, merci pour le temps que vous nous avez consacré. On passe, et je pense que peut-être vous serez concernés par les questions qui vont être posées maintenant de toute façon, et donc vous aurez l'occasion de reprendre la parole. Emma, je te laisse prendre le relais pour la séance questions. On passe, et je pense que peut-être vous serez concernés par les questions. Pardon. Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Nous allons effectivement passer aux questions-réponses du public. Alors, ce sont des questions à la fois pour l'équipe du Shift et pour les intervenants et intervenantes. Donc, restez toutes et tous avec nous. Je vais peut-être commencer par une question qui s'adresse un petit peu plus au Shift, mais qui peut être liée aussi aux interventions, notamment à celle que vient de faire Serge Zaka, sur l'intégration de la question de l'évolution des régimes alimentaires. Comment est-ce qu'elle est intégrée dans nos travaux et quel potentiel, quel levier ça peut représenter? Alors oui, c'est une question qu'on a eu régulièrement tout au long des travaux qu'on mène depuis septembre. Et comme Clémence l'a présenté tout au début de séance, il a été considéré de traiter la question des régimes alimentaires avec tout ce que ça implique en amont, donc de transformation agroalimentaire, dans un deuxième temps de recherche, donc ce sera l'année prochaine en 2025. Donc là, avec Corentin et Laure, on s'est concentré vraiment sur l'amont agricole, sur ce qui se passe dans les champs, ce qui se passe dans les fermes. Dans l'outil de modélisation utilisé, donc le Climagri dont a parlé Corentin tout à l'heure, permet quand même d'avoir un début de réponse sur la question du régime alimentaire et notamment de la place de l'alimentation carnée, puisque c'est la question en fait un petit peu cruciale de ces questions, et permet donc de déduire un potentiel nourricier en fait d'un système agricole, soit en fonction des apports quotidiens réels des Français aujourd'hui, soit en fonction des besoins moyens quotidiens estimés par la FAO, donc besoins moyens quotidiens qui comprennent beaucoup moins de viande. Donc en fait, dans la suite de ce travail, avec les jeux d'hypothèses un peu plus approfondis que nous allons tester, on aura cette ébauche de distinction, mais sachant que le sujet, rendez-vous l'année prochaine, sera vraiment plus approfondi en 2025. Une autre question, c'est comment aborder la question de la réduction du cheptel bovin comme levier. Donc, enfin, une question qui revient souvent. Comment est-ce abordé côté Shift et peut-être qu'en pensent les intervenants? Oui, alors je donnerai la parole ensuite peut-être à Adrien.
Effectivement, donc là, nous, dans les leviers activés, donc, enfin, pour résumer, concernant les cheptels bovins, il y a une décroissance continue des effectifs, et c'est celle-ci sur laquelle on s'est basé dans les premiers jeux d'hypothèses qu'on a testés. Effectivement, d'un point de vue un peu mathématique, réduire le nombre d'animaux émetteurs de méthane, ça réduit les émissions de méthane, sauf que, et Laure, je pense, a quand même insisté sur le sujet, certains modes d'élevage présentent des avantages environnementaux ou écosystémiques autres qui méritent qu'on ne réduise pas la question de l'élevage à la question des émissions de méthane, puisque et je le dis aussi, tout est complexe, il y a des interconnexions entre filières qui sont plus élaborées et plus diffuses qu'on peut l'imaginer. Et donc, réduire les effectifs, oui, peut-être, sans doute, mais les faire disparaître, ça me paraît compliqué. Adrien, je ne sais pas si vous souhaitez répondre, peut-être mon équipe veut compléter par d'autres choses. Je vais laisser Adrien et puis j'aurai peut-être un mini complément à la fin si ce qu'il dit répond pas. Moi, je voulais juste insister, parce que j'ai évoqué tout à l'heure mon cas personnel, mais c'est vrai qu'un des leviers les plus utiles, parce que bon, il y a la diminution du cheptel, voilà, c'est le raccourci facile, mais déjà en gardant le cheptel productif, c'est-à-dire que dans une ferme comme la mienne, j'ai à peu près 140 animaux, et dans les 140 animaux, ben, il y en a à peu près la moitié qui sont improductifs entre guillemets, parce qu'ils sont dans la période d'élevage. De zéro dans l'agriculture traditionnelle jusque 3 ans. Et c'est vrai que en passant, par exemple, à un premier vélage à 2 ans, ben, on accède à une production laitière, certes moins élevée, mais plus rapidement, ce qui fait qu'on a une période de non-productivité qui va réduire. Et cette période-là, c'est vraiment le premier levier qu'on nous met en avant quand on fait un bilan carbone sur une ferme laitière. Ça peut être le cas aussi dans d'autres types d'élevage, mais c'est vrai que moi, je l'ai observé sur ma ferme, tout en gardant le même nombre de vaches laitières en production et le même litrage produit, eh bien, j'ai réduit de 15% mon nombre total d'animaux. Alors, c'est pas tout à fait 15% des émissions, mais c'est quand même un levier auquel j'ai envie d'ajouter deux messages. C'est-à-dire que c'est vrai que les émissions de l'élevage sont uniquement des émissions de méthane, et le méthane a quand même la spécificité d'être, d'accord, beaucoup plus fortement considéré que le CO2, mais aussi la capacité dans le temps à se dissiper. C'est-à-dire qu'au bout d'une dizaine d'années, 1 kilogramme de CO2 émis va rester 1 kilogramme de CO2. Quand 1 kilogramme de méthane émis, voilà, on ne le retrouvera pas de la même façon. Donc c'est une vue, si on le regarde sur le long terme, qui a peut-être moins d'impact que d'autres. Après, il faut bien mesurer que le problème c'est quand même ça, le méthane, et c'est pourquoi il y a quand même des pistes. Alors, pour l'instant, j'appelle ça des pistes, même si les premiers tests semblent bons, mais c'est par rapport à l'alimentation des animaux et en fonction Adrien, de ce qu'on leur fait à manger. Voilà. je vais me permettre de vous arrêter parce qu'on a un petit peu passé en revue les leviers tout à l'heure dans la présentation de l'heure, donc merci beaucoup. Mais effectivement, il y a le débat sur le pouvoir réchauffement du méthane comparé à celui du CO2 et des débats sur la valeur de ce fameux PRG retenu. Nous nous en tenons aux recommandations officielles, mais il y a ce débat-là, il y a le débat sur l'origine du carbone du méthane, du carbone biogénique, etc. Je vois que Jean-François a levé la main. Jean-François, avec le micro, ça sera mieux. Pardon, je ne suis pas éleveur moi-même, mais je me permets de témoigner des choses Bien que sûr. je vois partout. Il y a la moitié des membres de l'association des agriculteurs méthaniseurs qui sont éleveurs, hein, donc c'est les premiers qui s'étaient lancés vers la méthanisation avec de la cogénération, d'autres sujets en ce moment très chauds. Euh, Le témoignage qu'ils font en général, c'est qu'ils ont souvent un petit peu réduit leur cheptel. On parlait de réduction de cheptel, c'est-à-dire que plutôt que ce soit drastique, qu'on passe à zéro, etc., il y en a beaucoup qui ont réduit un peu leur cheptel, qui ont gagné en autonomie fourragère, alimentaire de leur élevage, qui ont gagné en ayant un débouché en plus économique supplémentaire avec l'électricité, et qui ont donc
y compris gagner en confort de travail, en capacité à embaucher. Il y en a qui se glorifient de prendre des vacances aujourd'hui, hein, des gens dans des situations de GAEC très compliquées des fois, etc. Des choses qui vous paraissent sûrement évidentes, mais qui, dans certaines situations d'élevage, étaient de vrais sujets. Donc, si la méthanisation est anticipée sur des élevages, voilà. L'autre élément, la méthanisation peut aussi permettre la mise aux normes de certains élevages, le stockage des effluents sur des longueurs, etc., la valorisation. Je précise que ce qui manque dans ce cas-là, c'est ce que j'appelle la flèche climatique, c'est-à-dire que quand un éleveur joue le jeu de faire valoriser ses effluents, aujourd'hui, dans son bilan de gaz à effet de serre, c'est pas très clean, quoi. C'est-à-dire qu'on lui renvoie pas bien la balle pour dire, bah, t'as joué le jeu, t'as traité tes effluents chez un voisin, chez un collègue, et donc c'est géré. Et le dernier élément, c'est qu'il y a quand même des territoires où il y a là où la question me paraît plus large que ça, c'est que ça revient à l'échange entre les filières agricoles, qui sont historiquement, pour des très bonnes raisons, de façon très silotée, qui a donné leur performance aux filières agricoles françaises en particulier, mais que vos interrogations et les notes en méta, qui sont plutôt sur des logiques d'économie circulaire, des choses un peu plus complexes, où il faut davantage de transparence, obligent en fait les filières à échanger entre elles. Et donc, si je prends un cas un peu emblématique, qui est le plateau des 1000 vaches, avec beaucoup d'élevage à l'étang, beaucoup de questions sur la biodiversité des prairies, etc., et ben, si on baisse de 50% la population d'éleveurs, pas d'élevage de vaches, hein, mais rien que d'éleveurs, parce que ces élevages-là sont par prix, il n'y a pas de candidats des fois, malgré ce qu'en disent certains leaders éleveurs, bah, l'homme politique se pose la question de l'avenir de ce territoire-là, de sa diversité, de qu'est-ce qu'il fera des prairies, comment il va garder cette biodiversité sur son territoire. C'est toutes ces questions-là de filière qui me paraissent, et de territoire qui me paraissent plus importants que simplement pointer des échanges entre eux. Voilà. Entre les deux, et sans doute pour finir, le Shift, a priori, souhaite quand même que cette question elle soit traitée en lien avec les agriculteurs, et surtout pour pas que la réduction des cheptels se fasse au détriment ou contre les éleveurs, comme c'est le cas de la tendance actuelle, c'est-à-dire que les cheptels qui diminuent, enfin les élevages qui se réduisent, aujourd'hui, ça se fait par des fermes qui disparaissent, et donc des professionnels qui disparaissent, et bien souvent qui passent aux céréales par manque de rentabilité. Donc il y a vraiment un enjeu à ce que ça ne se passe pas dans la souffrance, et à ce que ce soit organisé à notre avis. D'où l'intérêt de la planification, d'avoir un plan de transition de l'agriculture. Qui passent à la céréale ou qui sont plus utilisés comme surface agricole. Sophie a levé la main. Oui, je voulais réagir là-dessus sur le lait. Je suis pas du tout d'accord avec ce que vient de dire Corentin. C'est-à-dire que par hectare, on dégage un revenu supérieur avec du lait qu'en grande culture. En fait, l'abandon, il se fait aussi souvent avec l'agrandissement des exploitations, ou quand c'est un gros GAEC, il suffit qu'il y ait quelqu'un qui parte, ou les parents qui partent à la retraite, et la main-d'œuvre diminue sur la même surface, et justement, les gens passent en grande culture. Mais se maintenir sur des surfaces qui sont pas très grandes, les grandes cultures, ça ne suffit pas. Merci Sophie. Emma, peut-être d'autres. Oui. On peut passer à une question. Donc merci pour vos réponses. On peut passer à une question sur les conflits d'usage. Comment anticiper au mieux les conflits d'usage qu'il y aura sur la biomasse. Donc on a parlé évidemment de biomasse pour l'alimentation, mais aussi pour l'énergie, pour la construction, pour tout un tas d'autres usages cosmétiques ou autres. Comment aborder cette question? Donc pour le Shift, mais aussi pour les autres intervenants. Alors, le chiffre n'est pas plus intelligent que tout le monde, enfin, si on l'est pour certaines approches, mais c'est vraiment le cœur du sujet pour nous. Et il nous semble que, je ne sais pas répondre là aujourd'hui à comment arbitrer. L'idée, c'est collectivement, et si on raisonne vraiment en dézoomant, en réfléchissant un petit peu entre l'énergie qu'on met dans le système et ce qu'on peut en produire, il faut qu'on arrive à produire une biomasse la plus importante possible par unité de surface agricole disponible, mais en condition d'intrants réduites ou limitantes, etc. Et donc ensuite, le meilleur usage de cette biomasse, il est très fonction et des territoires et de l'organisation l'aval sur le territoire ou un petit peu plus loin, et vraiment des arbitrages politiques. Et c'est pour ça qu'on évoque le sujet. On n'en a pas parlé dans notre présentation, on a laissé un petit peu la parole à Sophie sur ça, on en a parlé un petit peu entre nous sur les choix, mais il y a vraiment des arbitrages à faire et qui seront à faire à une échelle qui reste à définir, avec aujourd'hui des observatoires de la biomasse qui se mettent en place au niveau régional et au niveau national, sur lesquels on peut
enfin, des travaux desquels on peut espérer des suites. Je ne sais pas si d'autres veulent revenir. Alors, Serge, peut-être intervenir, pardon, Serge. Alors, je peux donner deux, trois pistes de réflexion, hein. Sur les conflits d'usage, il me semble qu'il y a des législations maintenant, par exemple, qui sont passées sur la quantité de biomasse qu'on peut mettre dans un méthaniseur. Donc pour moi, ça peut être sous forme de législation pour éviter les abus. Pareil pour l'agri-photovoltaïsme, sur l'utilité de l'agri-photovoltaïsme, des critères à respecter pour installer des panneaux photovoltaïques. Voilà. Et il y a encore des usages, je pense que vous en avez même pas conscience, des conflits d'usage qui sont plus de l'ordre de mon métier. Par exemple, les terres de moyenne altitude, là où il y a beaucoup d'élevage, vont être en concurrence avec, par exemple, les pommiers ou certaines cultures du maraîchage qui vont remonter de plaine pour chercher la fraîcheur en moyenne altitude. Donc, il va y avoir aussi une concurrence sur les terres les plus fraîches en France et donc des conflits internes aussi en agriculture de qu'est-ce qu'on produit sur un territoire qui historiquement faisait parfois de la production animale. Donc, il y a des choses qui sont même pas encore anticipées, je pense, avec le changement climatique, qui sont même pas en embryon de réflexion dans les conflits d'usage des terres. Donc, je voulais juste mentionner ça parce que je travaille dessus actuellement. Merci beaucoup. Jean-François? Oui, alors le sujet de conflit d'usage, c'est un sujet récurrent et permanent en méthanisation. Euh, ce que je voulais indiquer sur ce point-là, c'est que ce qui me semble. Si on additionne les aléas climatiques qui ont été évoqués, les aléas économiques que Sophie Devienne a montré depuis 2005, 2010, etc., et qui créent des tensions chez les agriculteurs, aujourd'hui, on voit, en fait, pour les agriculteurs, via la biomasse, une vraie opportunité de remettre le sujet agricole au cœur des débats politiques, sociétaux, etc. Donc ça, moi, je me réjouis d'abord que ce sujet biomasse, production des agriculteurs, de quelle manière, etc., soit d'actualité. Et le deuxième point, c'est le risque, en revanche, que je vois énormément en ce moment, c'est la tendance à rigidifier tout ça. C'est-à-dire que chaque filière, pour des objectifs économiques, mercantiles, de pérennité, de comprendre sa transition, la vitesse à laquelle elle devra effectuer sa transition, se rigidifie et on devient de plus en plus dans des logiques d'intégrer l'agriculteur à des schémas économiques plus macro, avec une liberté d'évoluer, de s'adapter de l'agriculteur qui est fragilisé. Donc les leviers pour moi, c'est de comprendre que l'agriculture, c'est toujours évolué. Enfin, moi, sur la ferme, depuis 50 ans, il y a eu des productions différentes, beaucoup de choses, mais même on nous demandait de faire de la jachère il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, il y a beaucoup de sujets. En fait, si on regarde la photo, on comprend que l'agriculture a toujours évolué, qu'il ne faut surtout pas rigidifier ces sujets-là et qu'il faut en retour avoir un consensus, et c'est le cas actuellement sur les études biomasse. Et aussi, le dernier point, c'est que on peut se faire peur sur 2050, 2060, mais si on rajoute les aléas climatiques, déjà bon courage pour comprendre exactement l'impact à cet échelon-là. Mais en revanche, sur 2030 ou 2035, il n'y a pas tant de sujets. La France a cette capacité-là de pouvoir apprendre sous prétexte de recherche, etc., sur tout plein de sujets. Et il n'y a aucune raison de ne pas essayer des choses et d'en juger, d'avoir les observatoires et le courage politique de dire bah, on assume certains éléments, certaines politiques qu'on mène. Voilà, je ne suis pas là pour décider de ça. En revanche, je pense qu'il n'y a aucune raison. Le risque, c'est de rigidifier les filières. Mais sinon, je ne vois pas de raison d'avoir peur de l'évolution en biomasse d'un territoire ou d'un autre en fonction des réalités agricoles, des réalités du changement climatique et des impacts sur son territoire. Merci beaucoup, Serge. Et puis Diane. Diane, je ne sais pas dans quel ordre, pardon. C'est- Ah bah c'est moi, ça y est. C'était une erreur pour moi. Merci Pardon, Serge. d'accord. Alors, Merci Diane, Serge. Non, non, bah, moi je voulais rebondir sur ce que tu viens de dire. Et en fait, toutes les agricultures de demain ne sont, aujourd'hui, toutes les agricultures ne sont pas en faveur d'un changement climatique. Et c'est vraiment important. On a parlé un tout petit peu de l'apprentissage, mais je pense qu'il faut vraiment insister sur l'apprentissage des agriculteurs de demain et de faire attention à ça. Et de bien aussi sur après l'apprentissage du reste de la société, hein, on sait que tous ces changements vont être aussi liés, on a parlé de l'alimentation et de l'alimentation, de la manière de s'alimenter, mais que la société se rende compte que les agriculteurs ont dans leurs mains les possibilités et les solutions sur le changement climatique et qu'il faut donc leur faire comprendre, y croire tous et puis soutenir les agriculteurs dans leur démarche de transition. Et je pense que c'est vraiment important qu'on ait ce regard positif envers les agriculteurs. merci beaucoup. Emma, je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions ou si Oui, alors doit on enchaîner a encore les beaucoup de questions, mais malheureusement l'heure tourne et on va devoir s'arrêter là pour justement passer à la phase des ateliers collaboratifs. Donc merci encore à tous les intervenants, toutes les intervenantes. C'était vraiment passionnant, très riche.
Donc, je répète que le rapport est en ligne. Donc, toutes vos contributions sont les bienvenues. Ce sera aussi l'occasion de poser les questions à l'équipe du Shift, notamment les questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre aujourd'hui. Je vous indique aussi que le replay de ce webinaire, le support de présentation, les supports de présentation seront également mis en ligne très prochainement. Et enfin, je vous rappelle qu'on a lancé une grande consultation d'agriculteurs, d'agricultrices. Donc, vous pouvez retrouver sur le site grandeconsultationagri.fr. Vous avez également toutes les infos sur le site du Shift. Et sur ce, je vous laisse. Donc, les personnes qui restent avec nous pour les ateliers collaboratifs, on se retrouve sur un autre lien Zoom. Et pour les autres, merci encore de nous avoir écoutés, d'avoir passé 2 heures et demie avec nous pour discuter de ces passionnants sujets. C'est très riche et voilà, ça laisse présager de quelques mois de travail encore passionnant par l'équipe du Shift en vue de la publication du rapport final du 28 novembre. Merci encore à toutes et à tous et à très vite. Merci Merci. beaucoup Merci, au revoir. et à tous. Merci beaucoup, au revoir.